Bonjour, vous êtes sur les 100.7 de Radio Association, en compagnie de Serge Caruin pour l'émission Libre Expression. Horaire particulier aujourd'hui. Émission dans laquelle je reçois partis politiques, associations, syndicats et toutes les personnes qui veulent s'exprimer librement sur les 100.7 de Radio Asso. Mon invité aujourd'hui, c'est Valérie Rabault, députée. Et pour l'interviewer, c'est monsieur Bertrand Sergue, enseignant universitaire à la faculté de droit de Toulouse et de Montauban. Madame Rabault, bienvenue dans les studios de Radio Association. Bonjour, merci pour votre invitation. Monsieur Sergue aussi. Merci, bonjour. Alors c'est à vous. Alors Madame Valérie Rabault, bonjour. Bonjour Monsieur Sergue. Vous êtes la députée socialiste sortante de la première circonscription de Ternay-Garonne, rapporteure générale du budget et conseillère municipale d'opposition au sein de la ville de Montauban. Il est également nécessaire de préciser que vous avez obtenu plusieurs diplômes, dont celui d'ingénieur spécialisé en génie civil et en économie, délivré par l'École nationale des ponts et chaussées, si mes informations sont exactes. C'est exact. Vous êtes aujourd'hui candidate à votre propre succession dans le cadre des élections législatives de 2017. Quels seront les arguments que vous allez mettre en exergue, Madame Rabault, afin de convaincre les Ternay-Garonnais de vous accorder leur scrutin ? Mais merci beaucoup de me poser cette question. Une élection, il y a toujours un bilan, mais il y a surtout le projet qu'on veut pour l'avenir. Alors je vais dire juste un ou deux mots du bilan. J'imagine qu'on aura l'occasion de le réaborder au cours de cette émission. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai été une députée à 100%. J'entends des candidats qui voudraient garder leur poste, ou en tout cas le métier qu'ils exercent aujourd'hui. Je pense que être député, c'est une mission à 100%, à la fois ici en Tarn-et-Garonne et bien sûr à Paris. Je voulais aussi dire que être député, c'est être capable de faire bouger la loi. Alors, vous connaissez bien la loi, Monsieur Sergue, mais faire bouger la loi, ça signifie remonter des aspirations ou dénoncer des anomalies qui peuvent exister et avoir la capacité à convaincre ses collègues de voter le changement, parce que c'est bien ça la difficulté. Ce qui compte, c'est le vote à l'Assemblée nationale. Sur ce point-là, en avril 2014, j'ai été élue par mes collègues rapporteurs du budget. Je suis la première femme à être devenue rapporteure du budget à l'Assemblée nationale. Et j'ai été en mesure de faire, notamment sur des sujets économiques et fiscaux, de faire bouger quelques curseurs qui peuvent exister. Et c'est ce qui a conduit un certain nombre de vos confrères, c'est une agence indépendante, qui ont fait le classement des députés pour voir ceux qui avaient fait le plus voter de choses ou bouger de choses. Et vous avez été classée parmi les meilleurs députés. Et j'ai été classée la première, voilà, sur ce point-là. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir dans le fond une efficacité à Paris et être capable aussi de prendre le pouls qui existe sur notre territoire. Et puis bien entendu, il y a les projets que je mets au cœur de cette élection, qui sont pour moi extrêmement importants. Le premier d'entre eux, j'imagine qu'on y reviendra aussi, porte sur une grande loi ruralité que je veux. Si je suis élue en juin, je m'engage à la déposer dès septembre. D'accord. Tout simplement, cette grande loi ruralité, elle porte à la fois un objectif et une méthode. Aujourd'hui, que prévoit-elle justement ? Alors, aujourd'hui en France, les députés des départements ruraux, nous sommes minoritaires. Que nous soyons de gauche ou de droite. Tout simplement parce qu'il y a un député pour 100 000 ou 120 000 habitants. Et que la population vit de plus en plus dans les villes. Donc nous sommes minoritaires. Si nous voulons faire avancer nos idées, si nous voulons défendre notre territoire, il faut qu'on soit capable d'avoir une méthode qui fasse que de minoritaires on devienne majoritaire. C'est un peu ce qu'on fait, ils ont été plus malins que nous, il faut bien le reconnaître, les élus et les habitants des territoires de montagne, qui sont encore plus minoritaires que nous, ils se sont dit, on met tout dans une loi, on traite tout. Internet, la téléphonie mobile, la présence des médecins sur le territoire, les écoles, les dotations que nous voulons, y compris la PAC pour les agriculteurs. On met tout ça dans un texte, on se regroupe et on arrive à obtenir un consensus qui va de la gauche à la droite. Eh bien, c'est exactement cette méthode-là que je propose, si bien sûr je suis élue, et si en juin les Tarn-et-Garonnais me font confiance, ce projet sera déposé avant septembre à l'Assemblée nationale. La ruralité, ça sera au cœur de vos préoccupations ? Alors c'est bien sûr, si du coup il y a un texte de loi, c'est quand même assez évidemment lourd à écrire. Lourd aussi pour aller convaincre mes collègues de le soutenir. Donc c'est effectivement le cœur
un cœur extrêmement important pour la mandature qui va s'ouvrir 2017-2022, tout simplement parce que sinon, on laisse les autres, et quand je dis les autres, ce sont surtout les citadins, les Parisiens, prendre les décisions pour nous. On l'a vu au cours de ce quinquennat, je pense notamment à la taille des communautés de communes, on a vu que les autres voulaient prendre les décisions pour nous. Mais je considère que c'est pas acceptable. Mais encore une fois, il faut être un peu malin pour pouvoir contourner le fait que, quelle que soit la majorité qui sortira des urnes, les députés des territoires ruraux restent minoritaires. Et justement, vous venez d'en parler, de nombreuses agences et instituts ont souligné votre activité relativement soutenue durant cette 14e législature. Que retiendrez-vous de ces 5 années passées au Palais Bourbon? Quels ont été les moments les plus marquants pour vous durant cette législature? Et enfin, quels sont vos espoirs concernant la future composition de la Chambre basse du Parlement français? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Oui. Ce qui m'a le plus surprise, moi j'ai été élue, je n'avais pas de mandat avant, j'ai été élue pour la première fois en 2012, c'est le poids de l'administration sur les décisions politiques. Lorsque j'ai été élue rapporteur du budget en avril 2014, j'ai découvert qu'on voulait ne pas me donner les informations dont j'estimais que le Parlement avait besoin pour prendre des décisions de manière éclairée. Ça m'a conduit, là aussi j'étais la première, à aller faire une saisie sur pièce et sur place au ministère des Finances, le temple, voilà, c'est presque un État dans l'État, ce qui est toujours une démarche un peu, je dirais pas un peu violente, mais en tout cas elle était inhabituelle. Quand vous allez même contre votre propre majorité chercher des informations, ça montre que dans le fond, le fonctionnement de l'État a intériorisé le fait que le gouvernement peut faire un peu ce qu'il veut et que les députés n'auraient qu'à appuyer sur un bouton ou être d'accord, même si évidemment ils partagent la majorité des orientations qui peuvent être proposées. Et l'administration, ça peut être un poids en France ? L'administration en tant que telle n'est pas un poids, mais elle devient, elle sclérose peut-être un peu le modèle si elle prend des décisions à la place du politique. Et ça, je trouve ça très grave. Surtout en matière de fiscalité, où on sait que le diable est dans le détail. Où on peut vous faire miroiter des choses qui, dans le fond, dans la réalité, ne sont pas celles-ci. Donc moi, j'appelle, quelle que soit, encore une fois, la prochaine législature qui va se mettre en place, l'ensemble des députés à garder cette vigilance, à ne jamais considérer comme acquis des informations, des choses qu'on nous présente toutes prêtes et qui ne le sont pas. Je prends un exemple très concret. Moi, dans la campagne, on me parle beaucoup de la proposition du président de la République d'augmenter la CSG pour les retraités. Bon. Alors, ça, c'est une erreur selon vous ? C'est une très grave erreur. Très grave erreur. Dans notre département, il y a 50 000 retraités. C'est-à-dire quasiment un Tarn-et-Garonnais sur 5. Bon. Ce qui est proposé, c'est de dire, à partir de 1 200 €, on applique 1,7. Alors 1,7, ça peut paraître pas beaucoup. En fait, quand on fait le calcul, ça représente quand même 250 € sur une année. Rien que l'augmentation. Rien que l'augmentation sur une année. C'est-à-dire que dans le fond, vous payez une facture d'eau en plus. C'est l'équivalent d'une facture d'eau en plus si vous êtes à 2. On comprend bien que via cette augmentation, on met à mal le pouvoir d'achat des retraités, notamment de ceux qui ont des pensions les moins élevées. Donc, moi, si je suis élue en juin prochain, je l'ai dit, je l'ai écrit parce que je veux pas qu'il y ait tromperie sur mes engagements. Je voterai contre cette proposition. Je l'ai d'ailleurs dit au président de la République. S'il envisage une augmentation de CSG, il faut que les seuils soient il faut que cette augmentation intervienne pour des niveaux de retraite beaucoup plus élevés que ce qui est proposé aujourd'hui. Là, clairement, on met à mal le pouvoir d'achat des retraités, et en particulier des retraités tarn-et-garonnais qui ne font pas partie de ceux qui ont les retraites les plus élevées. C'est effectivement ce qui est reproché au candidat d'En Marche, cette augmentation voulue par le président de la République de la CSG. Lui rétorque que cette augmentation va permettre de financer le fait pour certaines personnes de ne plus payer la taxe sur l'habitation, 80% si je ne me trompe pas. Mais écoutez, moi je vais vous dire une chose. Sur cette question-là, j'ai posé la question à Bercy depuis avril 2014. Depuis avril 2014. J'ai fait 2 saisies sur pièce et sur place au ministère des Finances. Et la direction générale de Bercy m'a indiqué qu'elle n'était pas capable de répondre. J'ai donc publié, dans un rapport publié au Journal officiel, un tableau blanc en disant, sur ces questions-là, le ministère des Finances n'est pas capable de répondre. Donc je suis très étonnée que le candidat d'En Marche puisse affirmer ce genre de choses. J'ai trop vu pendant ces 3 années, où j'ai été rapporteur du budget, que en matière de fiscalité, il faut être extrêmement précis, extrêmement rigoureux, et aller chercher l'information jusqu'à ce qu'on soit sûr de cette information.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la seule chose qui est mise sur la table, c'est une augmentation de CSG pour les retraités à partir d'un revenu de retraite de 1 200 € par mois. Sur la proposition qui est formulée sur la taxe d'habitation, on ne sait absolument pas si ce seront les mêmes personnes qui seront concernées ou pas, puisque personne n'est capable de répondre à cette question aujourd'hui. Et en plus, je lis ici ou là que ce ne serait pas avant 2020. C'est ce qu'on a entendu. Donc, moi, j'appelle vraiment à la vigilance pour tout ce qui concerne la fiscalité, et je dis que je ne voterai pas, si je suis élu, une mesure qui conduit à augmenter la CSG pour les retraités tarn-et-garonnais avec des seuils aussi bas que ce qui est proposé aujourd'hui, parce que je considère que ça conduirait à les appauvrir et en appauvrir un très grand nombre d'entre eux. C'est bien compris, c'est bien noté. Également, pour être le plus précis possible par rapport à nos auditeurs, vous avez été élu, on l'a précisé juste avant, rapporteur général au budget par les députés membres de la Commission des finances. Cette fonction importante et également prestigieuse vous a conduit à produire des rapports sur le budget de l'État. Quels ont été les grands choix économiques opérés au sein des finances publiques durant ces 5 dernières années ? Alors, il y en a eu au moins 2. Le premier, c'est de dire que la dépense publique, quand on parle de dépenses publiques, c'est la sécurité sociale, les dépenses de l'État et les dépenses des collectivités locales. Que la dépense publique ne peut pas augmenter de 2 ou 3% par an. Tout simplement parce que 2 ou 3% par an, c'est plus que notre capacité à créer de la richesse supplémentaire chaque année. Donc pour donner un ordre de grandeur, alors je sais bien que les milliards, comme on n'en a jamais eu un dans notre poche les uns et les autres, ça parle peu, mais je vais quand même en citer un. Entre 2002 et 2007, les dépenses publiques, donc tout compris, augmentaient de 35 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 35 milliards d'euros de plus chaque année. Entre 2007 et 2012, on était autour de 34 milliards d'euros de plus chaque année, donc il faut quand même aller les chercher, les produire, ou en tout cas, voilà, si on n'est pas capable de les créer, ça se transforme par de la dette, ce qui d'ailleurs été le cas. Depuis 2012, les dépenses publiques ont augmenté de l'ordre de 17 à 18 milliards d'euros de plus par an, c'est-à-dire 2 fois moins que ce qui se passait auparavant. Et cette augmentation est pile poil en ligne avec notre capacité à créer de la richesse supplémentaire. Donc, là-dessus, il y a eu un effort extrêmement important qui a été mené je pense que tout le monde peut le comprendre que si on n'augmente pas notre richesse de 3% de plus par an, on a du mal à pouvoir augmenter nos dépenses publiques de 3% de plus par an, parce que sinon, soit ça conduit à dire on s'endette, et la dette, c'est jamais très très bon, surtout quand elle s'accumule. Donc ça, c'est le premier volet qui me paraît extrêmement important. Le deuxième, c'est qu'il y a un soutien qui n'a jamais été opéré auparavant aux entreprises, et notamment au fait qu'elles se sont pris sur la figure avec l'ensemble des citoyens la crise, ce qu'on a appelé la crise du siècle, celle de 2007-2008, une crise d'abord financière puis économique ensuite. Et sur ce point-là, il y a un soutien qui a été apporté aux entreprises. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui puisque l'INSEE commence à publier un certain nombre de données, c'est-à-dire on voit le résultat que ça a produit, un soutien qui n'avait jamais été entrepris à ce niveau-là, j'entends, pour les entreprises. Et cette crise de 2007-2008, elle est passée ou nous y sommes encore, selon vous ? Elle n'est pas complètement terminée. Dans le sens où aujourd'hui l'Europe a engrangé un nombre de chômeurs, un nombre de personnes au chômage extrêmement important et qu'on n'a pas retrouvé notre niveau d'avant, en tout cas d'avant cette crise. D'accord. Également, dans votre qualité de parlementaire, vous avez très certainement mesuré la place prépondérante des prérogatives du pouvoir exécutif au détriment des marges de manœuvre du pouvoir législatif. C'est le juriste qui parle. Est-ce que la Ve République nécessite, selon vous, un rééquilibrage des institutions en faveur du Parlement français ? Certains candidats à l'élection présidentielle prônaient même le passage à une 6e République. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a, par la constitution actuelle de la Ve République, quand je dis on, ce sont les parlementaires, beaucoup de pouvoir, mais que on aurait, dans le fond, intériorisé une forme de ligne jaune à ne pas franchir, alors même qu'on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on veut bien le croire. Et donc, il me paraît extrêmement important que chaque parlementaire utilise tous les pouvoirs dont il dispose. Ça fait partie de la démocratie. Ça me paraît extrêmement important. Quels sont ces leviers, justement ? Je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est que un député qui est rapporteur, que ce soit rapporteur du budget ou rapporteur de n'importe quelle autre loi, a la faculté d'aller dans un ministère chercher toutes les informations qu'il souhaite. Et on ne peut pas les lui refuser.
Ça, c'est extrêmement important, sauf évidemment le secret défense ou le secret médical qui peuvent exister. Donc ça, c'est extrêmement important. En tant que rapporteur du budget, j'ai la possibilité, la faculté, et je l'ai exercé, d'aller chercher des informations qui me paraissaient nécessaires. Je vais revenir sur des exemples qui font l'actualité d'aujourd'hui un peu plus tard. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet aussi, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, quand le gouvernement veut absolument faire voter une mesure, il a le droit à ce qu'on appelle une deuxième délibération. C'est-à-dire qu'il fait voter une mesure et puis le résultat du vote lui convient pas. Il se dit, je vais le refaire voter un peu plus tard, quand j'aurai peut-être fait venir dans l'hémicycle des députés qui me seront plus favorables. Donc c'est ce qu'on appelle une deuxième délibération. Il se trouve que les présidents de commission, les rapporteurs ont le même pouvoir. Et que là aussi, je l'ai testé en loi de finances, parce que personne ne vous le dit évidemment, faut le découvrir. Je l'ai testé en loi de finances en novembre dernier, alors sur un sujet qui n'était pas très polémique, mais quand même, qui fait que j'ai demandé, en tant que rapporteur du budget, une deuxième délibération. Ce qui montre qu'on a des capacités à faire bouger des lignes, mais qui sont malheureusement peut-être trop peu utilisées, parce qu'il ne faut pas fâcher, il ne faut pas déplaire, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Ce qui est important, c'est que les parlementaires puissent vraiment exercer leur mission de contrôle du gouvernement. Et c'est trop peu fait. Effectivement, ça fait partie des prérogatives des parlementaires. Et justement, le risque, je reviens à cette question de rééquilibrer les institutions, est-ce que ça ne conduit pas à retrouver des régimes politiques passés comme la 3e et 4e République qui étaient justement, qui se caractérisaient par une instabilité gouvernementale permanente ? C'est encore une fois, il faut trouver un juste milieu. Un régime qui ne prendrait pas en compte le Parlement fait que les tensions de la société se retrouvent ailleurs. Parce que le Parlement, ça permet aussi de résoudre, pas toutes, mais enfin en tout cas de résoudre une partie des tensions qui peuvent exercer dans la société. Le jour où le Parlement n'est pas capable de jouer ce rôle-là, les tensions, elles se retrouveront dans la rue de manière beaucoup plus violente. On a vu ça également pour la loi El Khomri. Exactement. C'est l'exemple, le passage en force a fait que vous avez eu des mouvements assez violents qui se sont passés dans la rue, alors qu'ils auraient pu être déminés au Parlement. Et c'est le rôle du Parlement de les déminer. Et est-ce que justement ça va dans le bon sens, la volonté de légiférer par ordonnance voulue par le président Macron sur un peu le même sujet, le code du travail ? Je crois que il se trouve que j'ai été à l'investiture du président de la République il y a 2 semaines et que j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de FO, Laurent Berger et aussi Pierre Gattaz, le président du MEDEF, et que nous en avons parlé. Dans l'état actuel, on sent qu'il y a en ce moment des fractures dans notre société, des tensions qui existent. Je crois que passer en force via des ordonnances me paraît dangereux. D'autant que les questions que nous nous posons, en tout cas nous pour nos territoires, nous on a des petites entreprises ici en Tarn-et-Garonne, ce qu'il faut c'est que par exemple si elles ont 2 salariés, qu'elles puissent accepter des commandes à un moment donné, voir comment on peut répartir le temps de travail. Il est parfaitement possible au sein d'une convention collective de définir un régime qui vaut pour les très petites entreprises, un autre pour les moyennes entreprises, un autre pour les grandes, etc. Ça c'est parfaitement... Donc l'inversion de la hiérarchie des normes, ça ne vous pose pas problème Mais il n'y a pas d'inversion de la hiérarchie des normes, là. Mais si la loi doit prendre le dessus par rapport à ces conventions, normalement... Non, la loi ne prend pas le dessus. Je dis qu'à l'intérieur d'une convention collective, il est parfaitement possible de le définir. Une convention collective de branche. Elle a la possibilité de dire, je définis des caractéristiques qui valent par taille d'entreprise. Et ça, c'est parfaitement faisable. En revanche, passer par une ordonnance qui dirait, il y a une personne qui décide pour 16 millions de salariés, ça me paraît dangereux. Il y aura une loi d'habilitation qui sera quand même votée. C'est pas un passage en force qui sera complet. Pour les ordonnances, il y a toujours une loi d'habilitation puis une ratification. Il y a toujours la possibilité de ne pas ratifier après. Je pense qu'un débat, encore une fois, je reprends, c'est vous-même qui avez cité l'exemple de la loi El Khomri. Quand le débat ne se fait pas au Parlement, il se fait dans la rue. Et c'est pas, parfois ça se passe de manière violente, et moi je ne le souhaite pas. Également, vous êtes favorable à une réduction du nombre de parlementaires ? Oui. Je l'ai écrit dans un livre que j'ai publié en 2014. J'ai proposé qu'on passe le nombre de députés de 577 à 400 et le nombre de sénateurs de 348 à 100. D'accord. Et ça ne changerait rien à la fabrication de la loi Non. Non.
très souvent, lorsque l'on parle du processus législatif, de nombreuses critiques sont émises concernant la fabrication de la loi. Les lois seraient trop nombreuses, trop longues sur le plan textuel. Feu, le professeur de droit Guy Carcassonne, avait dit à ce sujet, et je cite, « Tout sujet d'un 20 heures est virtuellement une loi, un fait divers, une émotion quelconque, mais aussi un problème tangible, provoque une démangeaison législative plus ou moins rapide. La loi est une réponse à défaut d'être une solution. » Vous qui avez été député, quel regard portez-vous sur la création de la loi ? Oui, alors je suis assez d'accord avec le commentaire que vous venez de lire. Je pense qu'il faudrait un vrai rééquilibrage dans les missions des parlementaires entre ce qui est de la production de la loi, c'est-à-dire on change les choses, et le contrôle du gouvernement, le contrôle de ce qui est mis en place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont votées, puis après tout le monde s'en fout. Voilà, c'est voté, et puis on regarde pas si c'est appliqué, pas appliqué, et ça c'est désastreux, parce que vous avez à la fois des effets d'annonce, soit qui sont suivis des faits, soit qui sont pas suivis des faits, soit qui sont suivis des faits de façon déformée. Donc je pense qu'il y a un rééquilibrage à avoir, avec un vrai contrôle, mais ce qui suppose aussi que les parlementaires aient envie de le faire. Je suis pas certaine que ce soit toujours le cas, mais en tout cas, je pense que c'est indispensable. Et lorsque l'on observe les enquêtes d'opinion... Je vais prendre un exemple très concret. Je vais prendre un exemple très concret sur le sujet. En 2005, donc c'est pas ma majorité qui l'avait voté, il y a une loi sur le handicap qui a été votée. Et cette loi sur le handicap, elle disait une chose très précise. Elle disait que, par exemple, quand vous achetez un fauteuil roulant pour une personne, il faut pas que le coût de l'achat représente plus de 10% des ressources de cette personne, le reste étant pris en charge par la MDPH ou par des structures publiques. Bon. Le décret pour cette disposition, on est en 2017, n'est toujours pas sorti. Toujours pas sorti. Ça veut dire que, dans le fond, les parlementaires en 2005... Donc, le temps législatif est très long. En 2005, non, mais ça veut dire que les administrations... Il y a des choses qui ont été votées, les administrations ne sont pas d'accord et ne sortent jamais le décret. Ce qui veut dire que vous avez des personnes, ici en Tarn-et-Garonne, qui ont besoin de racheter un fauteuil parce que voilà, celui qu'elles ont ne fonctionne plus ou n'est plus adapté, que la loi leur dit l'achat ne doit pas représenter plus de 10% de vos ressources, et le décret n'est toujours pas sorti. C'est anormal. C'est antidémocratique. C'est un non-respect absolu des citoyens. Donc c'est là où je dis qu'il faut que le contrôle intervienne. D'accord. Et ça, c'est indispensable. Nous, on a un certain nombre, on est remonté au créneau sur ce sujet-là, mais je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux à le faire si on veut que les choses bougent. Et lorsque l'on observe les enquêtes d'opinion concernant les élections législatives de cette année, peu de scénarios envisagent un hémicycle composé d'une part importante de députés socialistes. En moyenne, le nombre de parlementaires socialistes pouvant prétendre à siéger à la Chambre basse du Parlement est compris entre 25 et 50 personnes, contre un peu moins de 300 députés pour le groupe socialiste, républicain et citoyen de l'actuelle législature. À quoi sont dues, selon vous, Valérie Rabault, ces prévisions relativement pessimistes concernant votre parti politique ? Bon, alors, je ne vais pas commenter les prévisions. Je ne les commenterai pas parce qu'elles ne se réalisent pas toujours, mais il est sûr qu'il y a un problème au Parti socialiste, pour le coup je peux vous le commenter, qui fait que je crois aussi que l'incompréhension ou le fait qu'un certain nombre de sujets n'aient pas été tranchés, il faut aller, quand on veut faire de la politique, il ne faut pas hésiter à trancher sur des sujets. Et je pense que... Le président Hollande n'a pas suffisamment tranché ? Il faut plus trancher, plus assumer et surtout être capable de parler concret et pas techno. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Et ce sont ces éléments-là, du coup, qui ont créé ce sentiment peut-être de réprobation à l'encontre des candidats socialistes pour cette future élection, même si après les sondages peuvent se tromper. Écoutez, on verra le résultat, parce qu'il y a évidemment que le résultat qui compte, et moi je fais pas de pronostic sur ce sujet, mais il est sûr que le président de la République actuel donne aussi une forme d'élan, de jeunesse, de capacité à porter aussi un message positif, et ça fait vraiment du bien, et on verra évidemment ce qu'il fera au cours de ce quinquennat. Il y a plusieurs, en tout cas pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais je crois que sur les sondages que vous citez qui portent sur le Parti socialiste, pour ma part, je fais partie de ceux qui prendront un peu le taureau à bras-le-corps au mois de juillet pour essayer de recréer un centre-gauche. Une social-démocratie. Une social-démocratie, sa marque de fabrique, c'est l'idée de dire que
on négocie, on accepte le dialogue, que on a une vraie décision qui s'opère, que ce soit dans l'entreprise ou au Parlement, mais qu'on puisse avoir cette vraie force qui existe dans d'autres pays. Et je pense qu'on gagnerait à l'avoir aussi chez nous. Un centre-gauche, du coup, qui gouvernerait avec le président Macron ? Je ne sais pas s'il gouvernerait, je ne pense pas qu'il gouvernerait avec le président Macron, un centre-gauche, parce que la vie politique française... française... Ce serait pas une force d'opposition. Ah, mais je n'ai pas dit ça. Sur les ordonnances, il y aura forcément une forme d'opposition. Sur la CSG, il y aura une forme d'opposition, ça c'est sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que... voter peut-être des projets de loi issus donc de volonté gouvernementale. En tout cas, moi, si je suis élue au mois de juin, je me situe dans cette perspective-là, bien entendu. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis la Révolution française, ça s'appelait pas centre-gauche à ce moment-là, mais il y a toujours eu une force dans notre pays qui a été capable d'incarner, de porter ce centre-gauche, alors ça s'appelait pas non plus social-démocratie. Et moi, je me reconnais là-dedans. Donc, bien entendu, je ne ferme pas les yeux sur le fait que le Parti socialiste va très mal et que les choses sont quand même loin d'être acquises pour lui. Mais ce que je sais, c'est que j'ai 44 ans, je fais partie d'une génération qui aime l'Europe, qui a envie qu'on avance, qui a envie que la France avance, et que nous serons plusieurs à nous regrouper pour faire en sorte de reconstruire ce Parti socialiste. Du coup, il faudrait vous appeler les sociodémocrates, les sociolibéraux. Ouais, là, on n'en est pas encore à disserter sur un nom, et on peut aussi garder le nom Parti socialiste. Également, vous venez de parler donc du président de la République actuel, Monsieur Emmanuel Macron. Quel regard portez-vous sur ce nouveau chef de l'État de la Ve République et quelles sont vos attentes à son endroit ? Alors moi, je le connais depuis 2011. Je le connais, tout simplement parce que j'ai travaillé avec lui. Ce que je crois, c'est qu'il Quand il était ministre, du coup. Quand il était ministre, mais même avant, quand il était conseiller à l'Élysée. D'accord, conseiller de François Hollande, donc à l'Élysée. Et même avant que François Hollande soit élu président de la République. Donc ça fait quand même quelques années, parce que 2011. Ce que je crois, c'est que il a une forme de comment dire, d'enthousiasme déterminé pour le pays, et qu'effectivement, ça fait du bien qu'on puisse parler en bien de ce qui existe dans notre pays. Ce qui fait du bien aussi, c'est qu'il se positionne clairement vis-à-vis de l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un entre-deux. C'est vrai que c'était un des rares candidats qui n'était pas eurosceptique dans cette élection présidentielle. Voilà, c'est de dire l'Europe, c'est notre espace d'avenir. Alors que l'Europe aille pas bien, qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas bien, mais tout le monde est d'accord. Mais c'est notre espace d'avenir. On voit que des pays comme le Royaume-Uni qui commencent, avec le Brexit, qui se mettent en dehors de l'Europe, se font même lâcher par les États-Unis sur un certain nombre de sujets. Donc, il est important qu'on puisse avoir ce sentiment européen. Nous sommes un certain nombre à l'avoir. Moi, j'aimerais le faire partager à un plus grand nombre. Mais je pense qu'il faut aussi que l'Europe fasse des efforts de son côté. Elle peut pas non plus, quand on est ici en Tarn-et-Garonne, dire j'interdis des substances sur les cerises et puis j'accepte que quand on importe des cerises d'Espagne, ces substances soient utilisées et qu'on les retrouve sur le marché de Montauban. Ça, c'est pas possible. Les citoyens le voient. Il faut quand même pas les prendre pour des neuneux. Il peut pas y avoir 2 poids 2 mesures au sein de l'Union européenne. Donc il faut que l'Union européenne elle soit réglo vis-à-vis de l'ensemble des citoyens, ce qu'elle n'est pas toujours, mais en tout cas, ce qui a été je pense une des grandes forces du président de la République Emmanuel Macron, c'est d'avoir été très clair sur la question européenne, de dire je suis européen, moi je suis européenne. Et il faudra renforcer le couple franco-allemand dans cette Union européenne. Il n'y a pas que le couple franco-allemand, mais c'est vrai que le couple franco-allemand fait partie d'un des piliers extrêmement importants. Vous avez aussi les Italiens, vous avez les Espagnols. On a besoin... Plus avec donc des pays du Sud, une alliance avec des pays du Sud ? On a besoin d'avoir un vrai noyau, un noyau solide. Voilà. Et si jamais Emmanuel Macron vous propose justement d'intégrer le gouvernement... Écoutez, je vais être très clair avec vous. Je n'ai pas sollicité d'investiture auprès d'Emmanuel Macron. Ça, vous l'avez noté. Bien noté. Je pense qu'il faut être là aussi réglo vis-à-vis des Tarn-et-Garonnais et des électeurs. En 2012, j'ai été élue avec une étiquette socialiste. Je la conserve. Ça ne veut pas dire que j'adhère avec tout ce qui peut être fait, et en tout cas, je l'ai suffisamment indiqué. En tout cas, avec le dysfonctionnement actuel, on va dire ça comme ça pour le dire poliment.
Mais ça ne veut pas dire non plus aussi que je vais aller solliciter des investitures ailleurs pour pouvoir, ou retourner ma veste pour pouvoir être dans l'idée de garder des postes. C'est pas du tout mon état d'esprit. Je pense au contraire qu'il faut être réglo vis-à-vis des électeurs. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite faire. Donc, je n'ai pas sollicité d'investiture auprès d'Emmanuel Macron. Il a constitué son gouvernement, qui nous avons vu il y a cette composition de gouvernement, semaines. elle vous satisfait? Pas totalement, surtout. Voilà. Et sur quel point, justement? Mais j'attends de voir ce que messieurs Darmanin et Le Maire vont faire au ministère de l'économie et des finances. Après, la droite, donc, du coup, qui tient les rênes de Bercy, ça vous fait un petit peu peur? On va voir ce qu'ils proposent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je suis élue au mois de juin, ils me verront sur leur chemin sur la CSG. Ça, c'est sûr. La CSG, telle qu'elle est calibrée, est proposée aujourd'hui. C'est bien compris. Puis également, le premier projet de loi du quinquennat d'Emmanuel Macron et donc de ce gouvernement concerne, de l'aveu même du garde des Sceaux, la moralisation de la vie publique. Finalement intitulé projet de loi pour la confiance dans la vie démocratique, ce dernier aura pour ambition d'interdire les emplois dits familiaux, de constituer une nouvelle peine d'inéligibilité pour les atteintes à la probité, d'accroître la lutte contre les conflits d'intérêts, de mettre fin à la réserve parlementaire, etc., etc. Avez-vous des remarques à formuler au sujet de ces mesures? Oui. Futures mesures. Oui, j'ai plusieurs remarques. D'abord, l'idée de dire qu'il faut que les parlementaires produisent des factures, moi je trouve ça tout à fait normal. J'ai travaillé dans le privé avant, c'est comme ça qu'on fait. Donc là-dessus, il n'y a pas la moindre ambiguïté sur le sujet. Par contre, j'ai été surprise de ne pas voir dans ce texte... C'est les frais de mandat, c'est ça, hein? Les frais de mandat. J'ai été surprise de ne pas voir dans cette proposition de loi le fait que d'interdire aux parlementaires d'être à la fois dans un cabinet de conseil et d'être député ou sénateur. Typiquement... c'est un conflit d'intérêt pour vous? C'est un conflit d'intérêt. On l'a vu dans le cadre de l'affaire Fillon, où Monsieur Fillon avait une société de conseil, était payé par AXA, et en même temps, on va aller voter des lois qui vont avoir un impact sur les sociétés d'assurance. Moi, je trouve ça ahurissant. Ça concerne également les avocats, je suppose. Mais ça concerne les avocats. Je veux dire, quand on est député à 100%. Et si on veut pas être député à 100%, on fait autre chose. J'ai été élue, moi, le 17 juin 2012. Le 20 juin 2012, j'ai démissionné de la société qui m'employait. Donc je ne comprends pas, franchement, je ne comprends pas qu'on puisse avoir le lundi, le mardi, mettons le jeudi et le vendredi, on travaille dans une société de conseil, et le mardi et le mercredi, on va voter des lois à l'Assemblée nationale qui peuvent avoir des liens avec les clients de la société de conseil Concert. Je suis ahurie de ce point-là. Ça a fait quand même l'objet d'une affaire, ce que certains ont appelé l'affaire Fillon, et dans le fond, ça ne sera pas réglé. Ça ne sera pas réglé parce que vous pourrez continuer, de ce que je comprends dans le texte, à être député et puis avoir des clients qui peuvent être des sociétés du CAC 40, qui peuvent vous dire, ou des mutuelles, on l'a vu avec d'autres, on vous dit, tiens, ça serait peut-être bien de légiférer sur les mutuelles, de proposer que... Donc cette loi n'aurait pas empêché l'affaire Ferrand, en quelque sorte. Et puis ni l'affaire Fillon. Ni l'affaire Fillon. Donc je suis très étonnée que ce point-là ne figure pas dans le projet de loi de M. Bayrou. Et justement, ce ministre Michel Ferrand, doit-il démissionner selon vous? Richard Ferrand. Richard Ferrand doit-il démissionner selon vous ou conserver son poste? Vous aurez noté que je ne suis jamais intervenue, j'ai jamais fait de commentaires sur... Il est présumé innocent. J'ai jamais fait de commentaires sur les affaires individuelles parce que je considère qu'il y a la justice pour faire son travail. Moi, je donne, vous me demandez l'avis sur le projet de loi, je vous le donne et je vous dis que tel qu'il est écrit aujourd'hui, il n'empêchera pas toutes les affaires, enfin en tout cas celles celles qui émergent. Donc concernant Richard Ferrand, c'est une affaire individuelle sur laquelle la justice se penche. Moi, je n'interfère jamais dans les décisions individuelles de la justice et je les commande pas. Donc j'en reste sur cette ligne-là. Mais en tout cas, je vous donne mon avis sur le texte tel qu'il a été proposé et tel que je le comprends aujourd'hui. Tout autre sujet. Sur la scène internationale, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a annoncé il y a quelques jours le retrait de son pays de l'accord de Paris sur le climat, directement issu des négociations réalisées dans le cadre de la COP21. Cet accord prévoit notamment de contenir le réchauffement climatique, comme vous le savez, en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, et si possible de viser à poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Vous regrettez ce choix du président des États-Unis d'Amérique, je suppose? Ah oui, je pense que là, il s'est vraiment mis en dehors de la scène internationale. Alors maintenant, c'est aussi à nous de réagir, c'est-à-dire qu'on peut pas juste...
dire que c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas ci, c'est pas ça. Il faut qu'on soit tous ceux qui soutiennent cet accord doivent être très unis, et puis qu'on ait aussi des mesures de rétorsion vis-à-vis des États-Unis. La très grande majorité des pays dans le monde, d'ailleurs, oui, soutiennent cet accord. Oui, mais il faut que ça se traduise. Voilà, de manière commerciale, de manière sur des engagements qui sont pris. Il y a beaucoup de manières de procéder. Mais en tout cas, il ne faut pas juste en rester dans l'incantation. Sinon, il nourrira au nez, et puis c'est tout ce qu'on aura gagné. L'écologie sera au cœur de vos préoccupations en tant que député réélu ? Alors, il y a beaucoup de choses. L'écologie, ça couvre un très grand scope. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a toujours intérêt à avancer sur tout ce qui est la transition énergétique, parce que tout le monde y est gagnant. Quand on consomme moins, on a une facture moindre à payer. On est capable aussi, quand on invente des matériaux intelligents, si on est en capacité de faire des brevets, de les développer, on peut aller les vendre à l'extérieur. On a vraiment tout à y gagner à condition de s'organiser un tout petit peu. Et également, je souhaiterais terminer cette interview sur 2 éléments importants, là aussi d'actualité. Tout d'abord, recueillir votre réaction au sujet d'un événement d'une grande gravité qui a eu lieu avant-hier, samedi donc 2 juin 2017. À Londres, 3 individus enfoncés avec une camionnette dans la foule sont ensuite descendus de leur véhicule et ont asséné des coups de couteau à des passants. Il y a 7 personnes qui sont décédées, une 50aine de blessés. Il s'agit une nouvelle fois d'une attaque à connotation terroriste. Avez-vous un message de compassion et de solidarité à adresser à l'endroit des victimes de ces actes ? Et est-ce que la lutte contre le terrorisme devra être au cœur des priorités des parlementaires français ? Alors j'ai déjà adressé un message à la fois en français et en anglais, parce qu'il se trouve que je préside aussi le groupe d'amitié France-Royaume-Uni à l'Assemblée nationale, donc à l'ambassadeur, pour lui dire que effectivement ce qui s'est passé à Londres samedi soir, ça nous concerne tous. Voilà, c'est vraiment un combat qui est à mener sans relâche contre le terrorisme, contre des gens des terroristes qui veulent, dans le fond, abîmer nos démocraties, abîmer notre façon de vivre, abîmer ce que nous sommes. Et même vouloir, dans leur esprit, le tuer. Donc oui, il y a un très grand message de solidarité vis-à-vis du Royaume-Uni. Il y a aussi l'idée qu'il faut qu'on agisse ensemble, parce qu'on voit bien qu'on est tous attaqués, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit l'Italie. C'est là qu'on voit qu'on est porteur d'un destin commun, un destin européen, et qu'il faut qu'on se mobilise. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la transmission. On l'a vu, évidemment, quand les attentats sont déjoués. On n'en voit pas heureusement, on n'en voit pas la réalisation, mais il y a eu des échanges d'informations beaucoup plus importants qui ont été opérés entre les différents services de renseignement. Mais il faut évidemment pas baisser la garde et il faut évidemment pas diminuer les moyens qui sont mis sur la table. Donc, prolongation de l'état d'urgence, par exemple, si vous êtes réélu ? Je crois que ce sera proposé et il faudra sans doute, alors évidemment il y aura une discussion qui va s'opérer, mais il ne faut pas baisser la garde là-dessus. Et un tout autre sujet également d'actualité, comme tout le monde le sait, le département du Tarn-et-Garonne est limitrophe de celui de la Haute-Garonne. Nombreuses sont nos entreprises qui travaillent en partenariat avec pléthore de sociétés, dont le constructeur aéronautique Airbus. Les enjeux de nature aérospatiale sont également très présents au sein de nos territoires et focalisent actuellement l'attention des médias. J'en veux pour preuve le retour de l'astronaute Thomas Pesquet après une mission de 6 mois dans l'espace qui n'a pas manqué d'être relayée par de nombreux organes de presse. Quel regard portez-vous global sur les enjeux aéronautiques et aérospatiaux qui peuvent être viviers d'emploi au sein du département de Tarn-et-Garonne ? Alors pour nous, l'aéronautique, via Airbus, mais pas que Airbus, bon, c'est une banalité de dire que c'est extrêmement important, mais moi je voudrais rentrer un peu plus dans le détail. Il y a 2 ans maintenant, j'ai organisé, je trouvais dommage que Airbus, notamment sur certaines PME du territoire, que Airbus ne leur fasse plus appel, parce qu'on sait que Airbus a des sous-traitants de rang 1, puis de rang 2, et que les rangs 2 sont pas en lien direct avec Airbus, donc c'est très compliqué parfois d'avoir accès à cette commande. Donc j'ai organisé une petite, on est parti avec 17 PME du département, on est allé chez Airbus à Toulouse, rencontrer le directeur des achats, qui a pu prendre conscience de la richesse, de l'innovation que nous avons ici.
mais qui n'était pas forcément connu. Depuis, il est revenu, il a passé 2 jours à Montauban, Caussade, Ragnès, là où sont les fameuses entreprises en question, que vous aurez peut-être reconnues. Et il a pris conscience de la richesse, de la capacité, de l'inventivité qui existe ici sur notre territoire de Tarn-et-Garonne, mais qui effectivement parfois a du mal à passer les barrages qui peuvent exister. Donc du coup, je pense que ça fait aussi partie, en tout cas moi je vois mon rôle comme ça, d'être capable d'aller ouvrir des portes pour que les marchés puissent aussi arriver jusqu'ici dans notre département. Le deuxième volet qui est un corollaire de celui-ci, c'est que il faut qu'il y ait une formation. Qu'on ait aussi une formation sur notre territoire qui réponde aux attentes de ces entreprises pour être capable de remporter ces marchés, pour être capable d'avancer. Donc il y a eu ici plusieurs BTS qui ont été ouverts depuis 2012. Donc des formations de nature universitaire. Oui, il y a eu 2 classes préparatoires qui ont été ouvertes, l'une en septembre, la Maths Sup en septembre 2014, la Maths Spé en septembre 2015, qui forment autour des sciences de l'ingénieur, de la technique, qui répondent à ce besoin-là, pour qu'on puisse être en capacité d'avoir des jeunes qui soient formés, qui puissent prétendre aux emplois qui sont proposés à la fois par ces entreprises et par Airbus. Et la jeunesse, justement, c'est l'avenir en quelque sorte de notre pays. Il faut mettre tous les moyens. C'est de tout temps. Là, pas qu'aujourd'hui, mais de tout temps. Mais ce qui veut dire qu'il faut aussi qu'on se pose la question des formations que nous avons ici sur notre territoire pour qu'elles soient, d'abord qu'elles donnent envie aux jeunes. Je pense qu'avec le retour de Thomas Pesquet que tout le monde a regardé, surtout quand on a vu ces magnifiques photos publiées sur Internet, on se dit voilà, ça aussi, ça fait partie des aventures humaines, scientifiques incroyables. Et je pense que, j'espère que ça donnera le goût aux sciences, peut-être, ça va susciter quelques vocations chez les jeunes Tarn-et-Garonnais. En tout cas, moi, je veux leur dire qu'il faut ici, au lycée Bourdelle, il y a eu 2 classes scientifiques qui ont été ouvertes après le bac pour qu'ils puissent aussi poursuivre leurs études sur le territoire. Et quels sont les leviers justement des députés pour développer ces filières, parce que vous êtes député après tout de la nation française et non pas d'un territoire? Eh bien, pour faire cela, on va négocier je ne sais pas combien de fois au ministère de l'Éducation nationale, on va au rectorat, et puis vous savez très bien que c'est celui à celle qui sera le plus convaincant pour pouvoir obtenir. C'est pas toujours facile. Ça demande de l'énergie, de la patience, de la persévérance, mais en tout cas, moi, ça fait vraiment partie de mes convictions qu'il n'y a pas de raison que les jeunes Tarn-et-Garonnais n'aient pas les mêmes formations que ce qui peut exister à Albi, ailleurs, dans d'autres villes qui sont Champollion, par exemple, à Albi, qui sont de taille équivalente à celle de Montauban, mais avec plus d'étudiants. Avec plus d'étudiants. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ça repose sur des décisions qui ont été prises il y a bien longtemps. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment inverser la donne sur ce sujet-là et que les jeunes Tarn-et-Garonnais, les jeunes montalbanais puissent étudier sur leur territoire, en tout cas commencer leurs études ici. En tout cas, je vous remercie Valérie Rabault pour la clarté des explications que vous venez de fournir. Merci. Et je vous remercie infiniment, bien sûr, d'avoir accepté notre invitation. Peut-être Monsieur Carivin. Merci Bertrand. Valérie Rabault, oui. Quel bilan vous faites par rapport aux gens qui viennent vous voir? Le bilan, c'est eux qui vont le tirer le 11 juin. En allant voter. Mais on vous demande ce que vous avez fait aussi. Vous savez qu'il y a une confusion entre un député et un maire. Oui. Alors ils posent. Déjà, ce qu'ils me disent. Vous savez, j'étais encore sur le marché à Caussade ce matin. C'est qu'ils m'ont beaucoup vu pendant 5 ans. Moi, je n'envisage pas le rôle ou la mission d'un député. Contrairement à ce que dit votre adversaire, Thierry Deville. Mais vous savez, il le disait déjà en 2012. Alors, je vois qu'il a gardé le même slogan qu'en 2012. Ça fait un peu du réchauffé. Depuis que j'ai été élue en 2012, chaque semaine, chaque lundi, j'ai mis mon agenda en ligne sur mon site internet. Donc tout le monde peut aller le voir, tout le monde peut savoir où j'étais, quel jour, presque à quelle heure, et faire toutes les statistiques qu'il ou elle souhaite. Comme ça, je laisserai celles et ceux qui le souhaitent le faire. Et du coup, un député environ à Paris le mardi, mercredi, après le reste de la semaine dans la circonscription? Alors, normalement, c'est mardi, mercredi. Pendant les lois de finances, c'est un peu plus de temps à Paris que seulement le mardi, mercredi. En tout cas, en moyenne, moi, j'ai passé la moitié du temps à Paris, la moitié en circonscription. Et sur la circonscription, j'ai tenté de faire moitié-moitié entre Montauban et les 62 autres communes de la circonscription, puisque cette circonscription a la moitié de sa population à Montauban et l'autre moitié dans les autres communes. Je m'en souviens, en 2012, on était engagé par exemple sur les étudiants, sur le monde agricole, sur les entreprises. Alors, sur les étudiants, donc il y a eu beaucoup de formations qui ont été ouvertes.
ici, dans le département. Là, on a parlé des classes prépa, mais il n'y a pas que les classes prépa, il y a les BTS. L'idée de vraiment avoir une offre pour les étudiants ici. Il faut le poursuivre. Voilà, si on baisse la garde, on fera une marche arrière. Il faut le poursuivre, à la fois aussi en insistant via le contrat de ville qui est signé avec l'État sur les logements étudiants. Parce que ça, c'est un vrai sujet qui revient assez souvent. Le deuxième sujet qui revient notamment pour le centre universitaire, ce sont les équipements sportifs. Le centre universitaire de Montauban est incroyable, notamment sur la filière droit. On voit que les jeunes qui sortent de Montauban, quand ils vont faire leur master 1 à Toulouse, quand ils arrivent à Toulouse 1, on voit qu'ils font partie des meilleurs. Alors ici, ils ont été un peu préservés par leur maître de conférence qui les accompagne de manière extrêmement rapprochée, ce qui n'est pas forcément le cas à Toulouse quand vous êtes sur un grand campus. Ils apprennent 2 langues vivantes, ce qui est quand même là aussi un vrai plus par rapport aux autres étudiants. Mais donc ça, c'est voilà. Il faut que ça qu'ils puissent aussi avoir presque une vraie vie de campus, notamment avec un accès aux équipements sportifs, ce qui là donne des négociations qui sont un peu compliquées. Mais je n'espère pas qu'un jour on puisse obtenir gain de cause. Mais en tout cas, le volet d'étudiants qui existe aujourd'hui en Tarn-et-Garonne demeure encore inférieur à ce qui peut exister à Albi ou dans d'autres villes de la région. Et ça, c'est pas acceptable. Par rapport aux agriculteurs, sur la baisse des marges? Alors, sur les agriculteurs, plusieurs choses. Il y a un sujet qui revient actuellement qui porte sur les fameuses zones défavorisées. C'est-à-dire que la Commission européenne avait dit, pour une fois, une chose avec laquelle je partageais, qui était de dire il vaut mieux concentrer l'argent sur les territoires qui en ont le plus besoin. Et les territoires qui en ont le plus besoin, ce sont ceux qui ont des handicaps naturels, soit parce qu'ils sont pentus, soit parce qu'ils ont une terre avec une qualité qui donnera jamais du 110 quintaux à l'hectare, comme ce qu'on peut voir. Ce qui est le cas de votre circonscription. Ce qui est le cas de la circonscription, comme ce qu'on peut voir peut-être par exemple ailleurs dans la Beauce. En revanche, ce dossier a été mené par le ministère de l'Agriculture d'une manière mais hallucinante. Je pense que c'est le pire dossier que j'ai eu à voir sur mon mandat. Donc du coup, la décision du ministère de l'Agriculture visait à dire telle commune sera classée en zone défavorisée, telle commune ne le sera pas. Je vous passerai tout le détail à cette antenne, mais je suis vraiment à votre disposition si vous souhaitez qu'on rentre dans le détail. Toujours est-il que j'ai saisi le Conseil d'État sur la proposition qui a été faite par le ministère de l'Agriculture pour faire annuler la décision qui a été envisagée, tellement je considère que la mise en œuvre de ce découpage relève du grand n'importe quoi. Sur l'école. Faut-il faire bouger la loi comme Macron veut le faire? Alors, sur l'école, vous savez, quand on s'était vu à ce micro en 2012, je me souviens qu'il y avait beaucoup de manifestations de parents qui craignaient des fermetures de classes, notamment sur les communes les plus rurales de la circonscription. Depuis 2012, il y a 229 postes d'enseignants qui ont été créés, au primaire, collège, lycée, maternelle, ce qui a permis de maintenir des classes dans les communes les plus rurales, même si le seuil fatidique qui est requis par l'éducation nationale n'était pas complètement atteint. Mais en tout cas, ça permet un vrai maillage. Aujourd'hui, il y a une discussion qui s'ouvre, que le président de la République a souhaité ouvrir, sur les fameux rythmes scolaires, en disant que ce serait l'inspecteur d'académie qui prendrait la décision après concertation ou avis du conseil d'école, école par école. La réforme donc du coup voulue par Vincent Payon à la matière. Sur la réforme des rythmes scolaires. C'est la réforme des rythmes scolaires. Bon, moi je crois quand même que sur ce sujet, quand on en discute avec les parents, aujourd'hui ils sont assez contents parce que c'est vrai que, et peut-être aussi par rapport à des enfants qui ont peut-être qui vivent dans des milieux moins avantagés que d'autres, le mercredi matin ou d'autres, ils ont aussi la possibilité d'avoir des activités, et le mercredi matin ils ont la possibilité d'être à l'école et pas forcément devant la télé chez eux ou devant des jeux vidéo. Je pense que ça c'est plutôt sain et bon pour eux. Donc j'attends de voir comment la discussion va s'engager ici dans notre département. Mais ce qui est sûr, c'est que pour aussi en avoir discuté avec les maires, ils souhaitent une position qui soit relativement homogène
pour des aspects très pratiques. Si au sein d'une communauté de communes, vous avez une commune qui a 4 jours, l'autre a 4 jours et demi, comment vous organisez les transports scolaires? Enfin, c'est toutes ces questions-là qui ont été réglées, pas toujours de manière très simple, mais en tout cas qui ont été réglées. Si c'est pour les remettre en cause 2 ans après, je suis pas certaine que ce soit à l'avantage de tout le monde. Et sur la désertification des territoires, le député peut agir. Par exemple, les postes, on a cité les écoles, les services publics. Les écoles, là, je vous ai... Ils doivent vous en parler, non, les personnes dans les villages? Oui, mais c'est d'où l'idée aussi de cette Sur les médecins aussi. Voilà, d'où l'idée aussi de cette grande loi ruralité qui vise à dire on pose tous les sujets et on les met dans une loi. C'est-à-dire que on se fait pas arbitrer par les uns et les autres. Je vais prendre un exemple très concret. 229 postes d'enseignants créés pour le département. Ça fait partie d'une négociation que l'inspecteur d'académie mène avec la rectrice et que nous aussi, nous menons, enfin quand je dis nous, les élus, en tout cas moi je l'ai fait, avec la rectrice pour dire, ah ben non, vous avez une enveloppe, moi je les voudrais pour le Tarn-et-Garonne parce qu'on est le département qui a la population qui augmente le plus. Donc tout ça, ça fait partie d'une discussion. Mais c'est un peu, je vais pas dire à la tête du client parce que c'est pas tout à fait comme ça, il y a des règles qui se passent, mais en tout cas, si vous avez un jour un inspecteur d'académie qui ne jure que par les villes contre les campagnes, vous voyez bien qu'il y aura une tendance à l'allocation qui sera plus forte au profit des villes plutôt que les campagnes. Donc moi, ce que je souhaite quand je dis que je veux une grande loi ruralité, c'est que ce point-là soit mis sur la table. Et que dans l'allocation de postes qu'on fait aussi pour les communes rurales, on prenne en compte les effectifs de l'école, mais aussi les distances, la géographie. Vous n'avez pas du tout envie de demander à un enfant de 7 ou 8 ans d'avoir à faire 30 km le matin pour rejoindre son école. Sinon, il n'a pas du tout la même égalité des chances que son petit camarade qui habitera en centre-ville. Qu'est-ce que c'est qu'il faudrait faire bouger alors dans la prochaine législation par rapport à la première circonscription Alors, il y a l'installation des médecins. Ça, j'en ai parlé, qui va poser problème, y compris sur Montauban. Donc ça suppose qu'il y ait un dialogue qui soit très riche, notamment avec l'Ordre des médecins de Tarn-et-Garonne, qui est très mobilisé sur cette question, avec sa présidente et l'ensemble du bureau, qu'on puisse accueillir des stagiaires médecins. Parce que quand vous prenez l'exemple à Montricou a une maison de santé qui a été initiée par les médecins eux-mêmes, de manière privée. Ils accueillent des stagiaires depuis 10-15 ans. Et aujourd'hui, il y a des jeunes médecins qui ont été stagiaires ici qui s'installent. Donc ça, c'est la première porte d'entrée. C'est sur l'accueil de jeunes médecins en stage, 6 mois, avec un généraliste sur nos territoires. Donc là, il y a plusieurs propositions que nous faisons pour y parvenir, mais ça, c'est la porte d'entrée pour qu'on puisse donner envie à des jeunes médecins de s'installer ici. Je rappelle qu'en zone de revitalisation rurale, un certain nombre de communes bénéficient de ce label aujourd'hui. Il y en a même eu 15 de plus sur la circonscription, donc parce qu'on a changé un peu les critères, donc ce qui a permis que nous en ayons plus sur la première circonscription de Tarn-et-Garonne. Un médecin qui s'installe pendant 5 ans ne paye pas d'impôt sur le revenu. S'il embauche quelqu'un pour répondre au téléphone ou une secrétaire, il ne paye pas de cotisation patronale sur le salaire de cette personne. Donc ce sont quand même des avantages financiers très importants. Autre question, pourquoi vous avez soutenu Peillon? Alors, pourquoi j'ai soutenu Vincent Peillon? Parce que je considérais que dans le panel des candidats dans le cadre des primaires de la gauche, c'était le seul véritablement européen. Et que je crois beaucoup à l'Europe. Oui. Ça ne veut pas dire que j'adhère sur son fonctionnement actuel, mais je crois beaucoup à l'Europe. Parce qu'il n'y a pas quand même une différence énorme entre vous et Macron. Il y a des différences sur la CSG, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Mais sinon, il y a des différences aussi sur le fait de passer par des ordonnances pour réformer le travail. Je pense que le Parlement, encore une fois, est là pour déminer les tensions qui peuvent exister dans la société. Sinon, ces tensions, elles se retrouvent dans la rue. Et là, je pense que c'est pas bon. Après, évidemment, j'ai des points. Alors sur l'Europe, je suis effectivement parfaitement en ligne. Sur le financier aussi, non? Parfaitement en ligne avec lui. Sur le financier, il y a des moments où j'ai eu des désaccords sur, par exemple, il est beaucoup plus. Alors, il est plus, comment dire? Je pense que je suis plus dans la défense des PME et des petites et des moyennes entreprises que lui. Voilà. Parce que quand on lit le livre que vous avez écrit avec Karine Berger, c'est pas trop loin les idées de Macron et de vous. Alors, il se trouve qu'il a proposé dans son programme présidentiel un plan de financement d'investissement. Bon. Et qui est effectivement exactement celui que nous avions proposé en 2011 quand, avec Karine Berger, nous avions écrit « Les 30 Glorieuses sont devant nous ». Voilà. Mais je maintiens que, en tout cas sur les aspects financiers et sur la fiscalité, le diable est dans le détail
Et je me battrai toujours pour que le pouvoir d'achat, notamment de ceux qui gagnent le moins, soit préservé. Alors, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron n'est pas dans cet état d'esprit-là. Je dis juste que nous, ça fait partie, en tout cas moi, ça fait partie de ma priorité et que j'irai chercher ce diable dans le détail pour faire en sorte qu'il n'agisse pas pour les personnes qui gagnent le moins. Voilà. Je souhaite qu'il soit dans cet état d'esprit aussi. Je ne suis pas toujours certaine, mais je souhaite qu'il soit dans cet état d'esprit aussi. On vous a vu à la télévision lors de l'inauguration. C'est lui qui vous a invité ou parce que vous étiez rapporteur du budget ? Il m'a invité en tant que rapporteur du budget. Par rapport à la réserve parlementaire, oui. Donc en tant que président de Radio Association, vous nous avez fait bénéficier de cette réserve qui a été fort utile pour notre association et je voudrais vous en remercier. Quel est votre point de vue, puisqu'elle veut être supprimée ? Alors, la réserve parlementaire, effectivement, jusqu'à 2012, elle était très opaque et peu transparente. Aujourd'hui, donc moi je gère celle des 577 députés de l'Assemblée nationale. Tout est mis sur le site de l'Assemblée nationale. Donc tout le monde peut aller voir. N'importe quel citoyen peut aller voir combien chaque député a donné en 2012, 2013, 2014, 2015. C'est 130 000 euros à peu près par député. C'est 130 000 euros. Ça, c'est ce que nous avons instauré. Puisqu'avant, les députés de la majorité récupéraient quasiment tout. Et les députés de l'opposition, certains ne savaient même pas que ça existait. Donc, il était difficile pour eux de l'allouer. Donc, cette réserve parlementaire, ce n'est pas de l'argent que les parlementaires ont, mais c'est de l'argent qui est au ministère. Et ils ont la possibilité de dire on veut le flécher vers telle ou telle association. Moi, j'ai accompagné sur ce mandat 170 associations de la circonscription, même parfois des associations départementales, 74 projets de communes. Donc tout ça, c'est de l'argent public. Bon, l'argent public, ce sont vos impôts, les impôts des auditeurs, que les députés ont la possibilité de flécher. Ce qui permet de flécher sur des projets plus petits que ce qui peut arriver dans le scope de Paris, qui forcément a pas toujours la loupe qui va bien pour regarder exactement ce qui se passe sur les territoires. Donc ça permet, par exemple, pour des associations qui sont pas les plus grandes, de pouvoir boucler des budgets qui sans ça ne se boucleraient pas. Ce qui fait peur, en tout cas ce qui a pu avoir lieu par le passé, c'est de dire est-ce que certains n'en profitent pas pour financer des copains, des je sais pas quoi, etc. Bon. En tant que rapporteur du budget, j'ai refusé de signer certaines notifications à certains parlementaires. Je dis aussi que tous les dossiers sont vérifiés. C'est-à-dire que chaque association remplit ce qu'on appelle un CERFA, où il faut qu'on mette le nom du dirigeant, l'état financier de l'association, ce qu'elle compte faire avec la réserve parlementaire versée, et que tout ça est examiné par le ministère en question. Le ministère de la Culture, si c'est pour, par exemple, pour Radio Asso, ou d'autres ministères, la Jeunesse et des Sports pour d'autres ministères. Donc, la proposition de le supprimer, je l'ai entendu, mais moi j'aimerais savoir où va partir cet argent qui existe aujourd'hui et qui est fléché. Si c'est pour qu'il soit donné aux grandes fédérations sportives, culturelles, etc., les associations ici en Tarn-et-Garonne n'en verront jamais la couleur. Ça c'est sûr. Tout simplement parce que on n'a pas forcément toute la taille critique pour pouvoir être dans l'œil du radar des grands décideurs parisiens. Donc l'avantage que ça avait, c'est qu'il pouvait y avoir une vraie proximité de terrain pour pouvoir accompagner des projets. Donc tout ça, évidemment, il faudra, en tout cas si je suis élue en juin prochain, que ça puisse être rediscuté dans le débat parlementaire, de savoir où va cet argent. Est-ce qu'on le supprime définitivement ou est-ce qu'il sera maintenu? Mais dans ce cas, comment il sera alloué pour que l'ensemble des territoires et les plus petites associations, celles qui à un moment donné ont des projets, puissent en bénéficier et que ce soit pas uniquement pour les grandes fédérations avec une décision à Paris. Quelques mots sur votre colistier. Donc mon colistier s'appelle Gérard Kreis. Il est maire d'Auty. Auty, c'est une commune de 150 habitants. On a souhaité, je lui ai proposé parce que je souhaitais que notre binôme puisse faire une grande place à la ruralité. Une ruralité ne s'oppose pas à Montauban, mais la ruralité permet aussi, dans le contexte actuel où on voit que les métropoles prennent un peu le pas, qu'on puisse se faire entendre. Alors Thierry Deville, ce micro, nous a proposé d'organiser un débat avec la personne qui sera au second tour. Si vous êtes au second tour, est-ce que vous êtes d'accord pour venir participer à un débat avec Thierry Deville ici ? Parce que vous pensez que c'est Thierry Deville qui va être au second tour ? Je ne sais pas s'il est également. Moi, je n'ai jamais refusé aucun débat. Voilà. On posera la question aussi ce soir à Pierre Mardégan. Je n'ai jamais refusé aucun débat. Donc c'est toujours avec plaisir que je viens à Radio Asso. Quel regard vous portez sur ces deux candidats, même le 3 avec Vialon ? J'ai pas l'habitude de commenter mes concurrents politiques. La seule chose que j'observe dans le débat actuel, c'est qu'ils proposent d'être députés à mi-temps.
Voilà. Moi, j'ai été députée à 100% et je m'engage de nouveau à être députée à 100%, c'est-à-dire à ne pas garder un travail à côté. Parce que quand on veut s'engager, surtout pour une mission comme celle-ci, je pense que c'est un engagement à 100%. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Mais non, vous écoutez toujours avec grand plaisir. Eh bien, c'est gentil à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Madame Rabault. Voilà, vous étiez dans l'émission Libre Expression avec Valérie Rabault, candidate à la députation de la première circonscription